Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la pierre de Bat Creek. Préparez-vous pour une controverse car voici un mystère qui déclenche des débats très animés depuis plus d'un siècle maintenant. Il s'agit d'une dalle de pierre en Amérique qui défie toute explication logique et provoque même des querelles dans la communauté scientifique. Et à l'origine de ces débats, l'alphabet très étrange que l'on retrouve sur cette pierre encore plus étrange. La pierre de Bat Creek a été découverte en 1889 en Caroline du Nord par deux hommes, John W. Emmert et Cyrus Thomas, qui fouillaient un ancien tumulus Cherokee. Ils sont tombés sur une pierre lisse, presque polie, avec 8 caractères mystérieux gravés sur sa surface. Lorsque Cyrus Thomas a vu ces caractères, il a pensé qu'il ressemblait à l'alphabet Cherokee et son collègue était d'accord avec lui. Mais cela s'est arrêté là. La pierre a été rangée et oubliée pendant les 70 années suivantes. Mais cette pierre aurait dû être une découverte mondialement importante. Les archéologues auraient dû se disputer pour l'étudier, car elle était complètement unique. Il n'y avait rien d'autre de semblable dans le monde entier. Et pour cause, les Cherokees n'avaient tout simplement pas d'alphabet. Et saviez-vous qu'avant l'arrivée des colons, plus de 300 langages étaient parlés en Amérique du Nord par les différentes tribus natives américaines. Mais les peuples natifs ont laissé certes énormément de pétroglyphes, mais étonnamment peu de traces de langage écrit. Et c'est exactement pour cette raison que cette pierre aurait dû être prise bien plus au sérieux. Pourtant, personne ne s'est penché sur son cas sérieusement qu'à partir des années 60, lorsqu'un certain Joseph Mayhem a mis la main sur la pierre bizarre et sur le champ, il avait compris que quelque chose clochait avec cet ancien objet. Les caractères n'avaient rien à voir avec une prétendue langue cherokee, et la seule chose qui s'en rapprochait vaguement était l'alphabet paléo-hébraïque. Mais il faut aussi mentionner qu'en 1809, un homme cherokee nommé Sequoyah avait commencé à élaborer un système d'écriture pour la langue cherokee. Grâce à lui, la langue cherokee survit aujourd'hui sous cette forme écrite. Sequoyah a travaillé pendant 12 ans pour créer le syllabaire cherokee et c'est un véritable exploit digne d'un film. Après avoir servi dans l'armée américaine pendant la guerre Creek, il avait découvert l'écriture et avait été inspiré pour créer son propre système pour sa langue natale. Sequoyah est né dans le Tennessee, au sein du clan de la peinture rouge. On lui a donné le nom anglais de George Guess, bien qu'il ne parlait que Cherokee. Adulte, il travaillait comme orfèvre et forgeron. Puis, lorsque la guerre Creek éclata en 1813, il servit dans l'armée américaine. Et c'est à cette époque qu'il vit pour la toute première fois des gens utiliser l'écriture. Après la guerre, Sequoyah se maria et se lança dans la création de son propre système d'écriture. Il était tellement obsédé par son travail que ses voisins l'accusèrent de pratiquer de la sorcellerie. Sa femme alla même jusqu'à essayer de brûler tous ses papiers. Mais en 1821, il acheva son œuvre et commença à enseigner la langue à son premier élève, sa jeune fille, Ayoka. Bon, assez parlé de Sequoyah, revenons à la pierre. En 1888, le professeur J. Houston McCulloch a confirmé que les inscriptions sur la pierre de Bat Creek n'étaient pas cherokee, mais bel et bien du paléo-hébraïque. Mais depuis, la majorité des archéologues considèrent que la pierre de Bat Creek est un faux du 19e siècle et des scientifiques comme Robert Mainfort et Mary Quoss ont conclu que l'inscription n'est pas un véritable paléo-hébraïque mais plutôt un faux datant du 19e siècle et d'autres archéologues respectés tels que Kenneth Feder ont soutenu l'affirmation selon laquelle la tablette est une fraude. Mainfort et Quoss ont même identifié la source de l'inscription. Et elle a très probablement été copiée à partir du livre Histoire générale, encyclopédie et dictionnaire de la franc-maçonnerie. Ce volume spécifique a largement été réimprimé au cours de la seconde moitié du 19e siècle et aurait été à la disposition du faussaire. L'archéologue Bradley T. Lepper conclut que le travail de détective historique de Mainfort et Quoss a mis au jour une célèbre supercherie. La pierre de Bat Creek reste la propriété de la Smithsonian Institution et elle a ensuite été prêtée au Museum of the Cherokee Indian à Cherokee, en Caroline du Nord, où elle est exposée depuis 2015. Les murs de Sacsayhuaman. Les murs de Sacsayhuaman sont indestructibles. Construits au XVe siècle par les Incas, les murs de cette ancienne forteresse ont résisté à l'épreuve du temps, contrairement à la majorité des autres structures connues de l'humanité. Et si les choses se poursuivent ainsi, ces murs seront encore là, bien après que tout ce que les Romains ont construit ne tombe en poussière. Ça semble un peu exagéré, mais vous devriez voir ces murs par vous-même. Le travail de la pierre est tout bonnement incroyable. Les énormes blocs de pierre ont été taillés si précisément qu'on dirait que les Incas utilisaient des lasers. Ils sont énormes et certains blocs mesurant plus de 3,6 mètres de haut, et beaucoup de blocs
pèse plus de 100 tonnes. Cela semble impossible, surtout quand on considère que Sacsayhuaman a été construit sur ce qui est essentiellement un marécage en dehors de la capitale inca, Cusco. Mais comment déplacer un bloc de pierre de 100 tonnes à travers un marécage en utilisant uniquement la force des bras? Je n'ai pas vraiment de réponse et d'ailleurs personne n'en a, mais je peux vous parler de l'histoire de Sacsayhuaman, expliquer pourquoi elle continue de dérouter les scientifiques. Les historiens savent qu'elle a été construite pendant le règne de l'empereur Pachacuti qui régnait sur les Incas de 1438 à 1471. La forteresse était tout bonnement le plus grand édifice jamais bâti par les Incas. Machu Picchu est peut-être la ruine la plus célèbre, mais ce n'est pas la plus grande. Sacsayhuaman est tout bonnement énorme. Construit comme un complexe de temples fortifiés, la forteresse pouvait accueillir au moins 1000 guerriers. Mais le fait est que les Incas n'en avaient pas vraiment besoin, car ils n'ont jamais souffert d'invasion de la plupart de leurs ennemis. Ils étaient trop forts pour être envahis par leurs voisins. Le complexe servait de forteresse, mais il était principalement utilisé à des fins religieuses et contenait plusieurs temples, dont le plus important est le temple du dieu soleil, Inti. Il servait également de dépôt de stockage pour conserver des textiles, des outils en métal et des armes. La forteresse occupait un emplacement stratégique critique lorsque les Espagnols arrivèrent en 1532, après que Francisco Pizarro eut orchestré le meurtre du souverain inca Atahualpa et pris le contrôle de Cusco. Pizarro envoya son frère Juan attaquer Sacsayhuaman. Les Espagnols escaladèrent les murs et prirent avec succès la forteresse. Ils utilisèrent ensuite la forteresse contre les contre-attaques incas. La grande forteresse fonctionna alors contre les gens qui l'avaient bâtie. Les Espagnols utilisèrent Sacsayhuaman pour maintenir le contrôle de la capitale inca et sa région immédiate. Dans les années qui suivirent, les pierres de Sacsayhuaman furent retirées et utilisées pour construire des structures coloniales. Et la forteresse fut ensuite oubliée pendant des siècles avant d'être redécouverte lors d'une fouille en 1934. Aujourd'hui, Sacsayhuaman est toujours utilisé pour reconstituer la célébration inca de l'Inti Raymi chaque année lors du solstice d'hiver. Et les pierres sont toujours solides, résistantes aux tremblements de terre et chaque bloc s'emboîte avec ceux qui l'entourent comme un véritable puzzle. Les Incas n'avaient même pas besoin de mortier pour construire les murs. Mais comment l'ont-ils fait? Eh bien, nous ne le savons toujours pas. La pierre runique. Quelque chose d'étrange s'est produit en Amérique du Nord, quelque chose que les scientifiques ne veulent pas que l'on sache. On a d'abord parlé de la pierre de Bat Creek et de ses lettres bizarres. Maintenant, je dois vous parler de la pierre runique de Heavener, un mystère encore plus grand. La pierre runique de Heavener est couverte de ce qui ressemble à des ruines vikings. Elle a été célébrée comme preuve que les vikings ont vécu dans les grandes plaines. Cette pierre se trouve en Oklahoma, un endroit inattendu lorsqu'on pense aux vikings. La pierre mesure environ 3 mètres de haut, un lourd bloc de pur grès sculpté avec une série de symboles étranges. Et pendant plus d'un siècle, les habitants ont supposé que l'inscription avait été faite par les Amérindiens Choctaw et l'appelaient même le rocher indien. Le rocher n'était pas très célèbre au 19e siècle. Les habitants savaient qu'il était là, mais personne ne s'y intéressait vraiment. Ce n'est que lorsque Gloria Farley devint obsédée par la pierre que celle-ci fait les gros titres. Gloria était originaire de Heavener et a grandi avec la pierre, fascinée par celle-ci dès son enfance. Et cette fascination se transformera en quête de vérité tout au long de sa vie. Elle visita le site en tant que jeune fille en 1928, puis revint en tant que femme en 1951 pour résoudre ses mystères. Gloria chercha à prouver que le grès avait été gravé par des vikings ayant vécu dans les grandes plaines au XIe siècle. L'institution du Smithsonian apporta même son aide. Il n'y a pas de nom plus fiable dans la science que le Smithsonian aux États-Unis. Ils identifièrent les 8 symboles gravés comme étant scandinaves et les traduisirent comme suit, Glomedal. Et le mot sera interprété comme signifiant cadran solaire. Assez étrange, non? Et ce n'est qu'en 86 que le Dr Richard Nielsen aurait trouvé une meilleure interprétation traduisant les symboles par Glomedal en remplaçant le N par un L. Cela modifia le sens du mot en vallée de Glom. Il semblerait que les Vikings auraient utilisé cette pierre comme panneau frontalier, un peu comme un panneau annonçant l'entrée d'une ville. Cela suggère que les Vikings connaissaient la région et y avaient établi leur propre colonie. Mais qui est Glom? Un roi, un explorateur?
Était-ce le viking qui avait découvert la vallée? La théorie avancée par les chercheurs au XXe siècle est que les hommes du Nord naviguèrent jusqu'à la rivière Arkansas 500 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et lorsqu'ils arrivèrent dans les Grandes Plaines, ils s'établirent là-bas, construisant un nouveau foyer pour le peuple viking. Mais alors, qu'est-il arrivé ensuite? Ont-ils simplement disparu sans laisser aucune trace? Considérant qu'il n'existe aucune ruine viking connue dans les Grandes Plaines, beaucoup de gens restent sceptiques vis-à-vis de la pierre unique de Heavener. Et jusqu'à ce que quelqu'un trouve une hache de bataille, il y aura toujours des sceptiques. Une autre théorie est pour l'instant la privilégiée et que la pierre unique est tout bonnement faux. Certains ont émis l'hypothèse qu'elle aurait été gravée par des explorateurs français au XVIIe siècle. Mais pourquoi aurait-il fait cela? Quel aurait été l'intérêt pour un explorateur français de graver des runes vikings sur une pierre au milieu de nulle part? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Un nouveau temple mitraïque. Le mystère de l'ancienne religion adorant Mithra continue. Quel secret mystique possédait le culte de Mithra il y a 2000 ans? Des secrets qui nous échappent d'ailleurs toujours. C'est une question que des archéologues en Turquie tentent de résoudre. Dans le sud-est de la Turquie, des chercheurs ont découvert un temple souterrain utilisé il y a environ 1900 ans par le culte mitraïque. Le site se trouve à environ 13 km du célèbre château de Zerzevan qui servait de poste militaire pendant l'Empire romain. Des fouilles dans cette région ont débuté en 2014 au cours de la dernière décennie. Les scientifiques ont mis au jour des restes de murs, une tour de guet, une église, des dépôts d'armes, des temples creusés dans la roche et toutes sortes de choses extraordinaires laissées par les Romains. Et maintenant, ils ont découvert un temple. Le mitraïsme et le christianisme ont coexisté à la même époque, apparaissant tous deux au 1er siècle de notre ère, avec le très mystérieux mitraïsme atteignant son apogée vers le 3e siècle, au moment où le christianisme prenait également de l'ampleur. Les deux religions avaient une relation comparable à celle de Coca-Cola et de Pepsi ou bien McDo et Burger King. Deux grandes religions dans l'Empire romain qui se disputaient le plus d'adeptes. Et vous le savez déjà, le christianisme a triomphé. Le mitraïsme a été aboli au 4e siècle de notre ère. Mais il y a deux grandes différences entre le christianisme et le mitraïsme. Le christianisme possède des textes religieux datant de sa fondation et il existe des dizaines de Bibles à travers le monde et des centaines de livres bibliques. Le mitraïsme, en revanche, n'a laissé aucun texte. Le culte très mystérieux était centré autour du dieu perse Mithra, une divinité bien plus ancienne que le Christ, associée à la lumière et à la justice. La religion était la plus populaire parmi les élites romaines, ainsi que les membres les plus riches de la société. Mais ce que ces gens faisaient dans le cadre de leur religion reste inconnu. Avaient-ils des commandements ou des lois spéciales? Personne ne le sait car il était interdit de coucher par écrit les secrets mitraïques. C'était véritablement une société secrète, un véritable défi pour les historiens modernes, car le mitraïsme reste une zone d'ombre dans l'histoire. Cependant, les archéologues ont quelques indices. Ils ont découvert tellement de temples souterrains, de la Turquie jusqu'en Angleterre, qu'ils ont pu se faire une idée vague de ce que faisaient les adeptes. Les adorateurs de Mithra étaient obsédés par une légende obscure dans laquelle Mithra tuait un taureau dans une grotte. C'est pourquoi ils construisaient leur temple sous terre. Ces structures sont connues sous le nom de Mitréum, des édifices sombres, principalement souterrains, qui ajoutaient au secret. À l'intérieur des temples souterrains, les archéologues ont trouvé des œuvres d'art et des sculptures de pierre représentant le dieu Mithra émergeant d'un œuf, nu, surgissant de la coquille inférieure. Et d'autres fois, il est représenté naissant d'un rocher au lieu d'un œuf. Toute la symbolique qui l'entoure est très étrange. Et certains pensent même que le culte mitraïque était le précurseur des Illuminati. Et d'autres croient qu'il possédait une immense connaissance de l'état réel de l'univers. Les mystères d'Anticythère. Une autre épave a été découverte près de l'île d'Anticythère en Grèce. Les scientifiques s'empressent d'équiper les plongeurs de combinaisons pour explorer le fond de la Méditerranée. Cette nouvelle fait le tour des médias. Vous avez probablement déjà entendu parler du mécanisme d'Anticythère. C'est l'un des artefacts les plus fascinants jamais trouvés. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le mécanisme, considéré comme le premier ordinateur jamais construit, a été récupéré dans une épave. Et maintenant, en 2024, une autre épave a été découverte à moins de 300 mètres de la première. En juin de cette année, des archéologues marins de l'école archéologique suisse en Grèce ont mené une expédition dans l'espoir de trouver davantage de cargaisons provenant du premier naufrage d'Anticythère découvert vers l'an 1900. Cependant, il aura fallu un siècle pour que les scientifiques commencent à récupérer la plupart de la cargaison. Et c'est au cours de missions de récupération que le mécanisme d'Anticythère a été découvert.
Les archéologues suisses cherchaient parmi les débris de la cargaison du premier navire lorsqu'ils ont réalisé qu'il y avait des restes en bois d'un autre navire, deux navires côte à côte au fond de la mer. L'équipe a également trouvé des restes humains et selon le ministère grec de la culture, des dents humaines étaient incrustées dans une mâchoire compacte contenant des traces de cuivre. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Les archéologues ont aussi découvert une grande tête en marbre d'Hercule avec une barbe, des clous en fer, des morceaux de cuivre et des morceaux de métal divers. Jusqu'à présent, aucun deuxième mécanisme n'a été découvert, mais il pourrait se trouver quelque part dans le champ de débris. Les deux navires pourraient dater de la même époque, construits vers l'an 60 avant notre ère. Et si l'un d'eux possédait un mécanisme, peut-être que l'autre en avait aussi un. Le mécanisme d'Anticythère est un véritable mystère. Chaque fois que les chercheurs pensent l'avoir compris, eh bien, il devient encore plus étrange. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il a été conçu vers le 1er siècle avant l'ère commune. C'est un véritable ordinateur analogique, le plus ancien de l'histoire humaine. Des scientifiques de l'université de Glasgow ont récemment utilisé des signaux d'ondes gravitationnelles pour étudier cet ordinateur vieux de 2000 ans. Ils pensent que le mécanisme était utilisé comme calendrier lunaire et pouvait prédire des positions du Soleil, de la Lune, des planètes ainsi que des éclipses. Et même si c'est vrai, l'objet semble hors de son temps. Il contient une série d'engrenages et de cadrans sophistiqués, indiquant un niveau de génie mécanique bien en avant sur son époque, compte tenu des limites technologiques de cette période. Le mécanisme d'Anticythère représente un bond en avant en ingénierie et en astronomie sans précédent dans l'histoire. Celui qui a fabriqué cet appareil était définitivement un génie. Les visiteurs de l'Inde. Des archéologues en Inde ont découvert des preuves que des créatures très bizarres auraient visité leur pays il y a plus de 10 000 ans. C'est absolument stupéfiant, mais est-ce que cette preuve est réelle ou s'agit-il simplement d'une théorie du complot? Eh bien, je vous donnerai les détails et vous pourrez juger par vous-même. La découverte nous amène au village de Chandeli et Gotitola où des experts ont identifié une série de pétroglyphes représentant de très étranges figures humanoïdes. Les glyphes sont gravés dans la roche, montrant des créatures ressemblant à des humains rassemblés autour d'un objet qui ressemble de manière frappante à une sorte de vaisseau spatial selon les représentations modernes de la pop culture. Un des chercheurs impliqués dans l'analyse de ces nouveaux pétroglyphes, J.R. Bhagat, a déclaré que ces peintures rupestres sont la preuve que les gens du passé lointain soupçonnaient l'existence d'extraterrestres ou les avaient vus de leurs propres yeux. Et ce sont ses paroles, pas les miennes. Mais qu'ils aient rencontré des extraterrestres roulants, ils semblent avoir immortalisé des créatures assez étranges dans la pierre. Les peintures sont faites de couleurs naturelles et sont si bien conservées qu'elles ont à peine pâli. Et l'une d'entre elles tient même ce qui pourrait être interprété comme une arme. Bien sûr, on peut dire que les hommes et les femmes préhistoriques avaient une imagination fertile, et peut-être qu'ils dessinaient des personnages d'un autre monde pour le plaisir. Mais cela ne cadre pas vraiment avec ce que les scientifiques savent des artistes préhistoriques. Les pétroglyphes représentent généralement des scènes de chasse, des animaux et des figures humaines armées de lances, issues de leur quotidien. Le mystère des extraterrestres d'Inde n'est pas seulement immortalisé dans la pierre, il est aussi dans la tradition orale. Il existe une légende qui donne en quelque sorte écho aux pétroglyphes. Les habitants de Chandeli et Gotitola racontent depuis des années des histoires de petites créatures descendues du ciel, emmenant certains villageois et ne les ramenant jamais. Bhagat lui-même, l'archéologue responsable de la découverte, avoue de lui-même que les rapprochements avec des aliens peuvent sembler tirés par les cheveux, mais qu'il ne peut pour l'instant les écarter. Il compte même concerter d'autres archéologues pour avoir diverses opinions. Le mystère du bol de l'Oklahoma. En 1912, un bol en métal parfaitement formé a été libéré d'un morceau de charbon extrait des mines de Wilburton en Oklahoma. Le charbon dans ces mines a environ 300 millions d'années. Mais comment un bol en métal a-t-il pu se retrouver piégé dans un dépôt de charbon d'avant même l'évolution des êtres humains? Cette pièce métallique parfaitement formée a été découverte, ou prétendument découverte, par un certain Frank J. Connaught, qui a raconté son histoire en 1948. Frank a écrit qu'à l'époque, il travaillait à la centrale électrique municipale de Thomas, en Oklahoma, et il est tombé sur un morceau de charbon trop gros pour être utilisé directement. Alors, il a écrasé avec une masse, et du centre du morceau de charbon écrasé, le bol en fer est tombé au sol, laissant une empreinte dans le charbon, comme si le charbon s'était formé autour du bol. Mais le seul témoin de Frank était un homme nommé Jim Stoll,
un autre employé de la mine. Malheureusement, c'est l'une de ces découvertes que les scientifiques ne peuvent pas expliquer et c'est également une découverte pour laquelle il n'y a aucune preuve physique. La seule preuve provient du témoignage écrit de Frank en 1948. Cet objet s'inscrit parfaitement dans la fièvre autour de l'archéologie et des objets anciens qui a fait ravage dans les États-Unis dans le début du siècle dernier, où des milliers de découvertes aussi douteuses que bizarres ont été annoncées, comme par exemple la multitude de squelettes de géants supposément découvertes aux États-Unis, ou encore la découverte de l'homme de Piltdown, annoncée à l'époque comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme, et qui s'est avéré être une très grosse arnaque. Et cette grotte a été immergée pendant plus de 10 000 ans et son contenu est tout bonnement terrifiant. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.